Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, merci pour cette Bonjour nouvelle à session. tous. Oh, vous êtes là. Donc je remercie. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous et bienvenue dans RECATRA pour parler d'insuffisance cardiaque. Et on remercie le docteur Maxime Faure de Bordeaux qui va nous présenter le bilan minimal à réaliser avant l'inscription sur liste d'attente en transplantation cardiaque. Bonjour à Maxime, tous. Oui, on va donc commencer la présentation. Donc, moi, je m'appelle Maxime Faure, comme vous l'a dit Pauline. Je suis praticien hospitalier dans le service de traitement de l'insuffisance cardiaque au CHU de Bordeaux. Et pour RECATRA, on m'a demandé de traiter cette question finalement assez fréquente, qui est de savoir quel bilan minimal on doit réaliser avant de passer à une inscription sur liste d'attente de transplantation cardiaque pour nos patients insuffisants cardiaques avancés. La principale question, en fait, c'est de sélectionner les bons patients pour un traitement lourd comme la transplantation cardiaque. Et on entend derrière sélectionner les bons patients, les patients qui vont tirer le plus bénéfice de la transplantation cardiaque et qui vont également en prendre soin, je dirais. Donc, il y a aussi toute une question, on le verra un peu plus loin, d'évaluer l'observance et le contexte psychosocial du patient. Le but, c'est quand même de permettre aux patients d'avoir une bonne espérance de vie. Et donc, il faut mettre en balance un petit peu l'espérance de vie pré-transplantation avec son insuffisance cardiaque et l'espérance de vie post-transplantation avec les risques liés à la chirurgie et aux complications potentielles après la transplantation. Et donc, quand on réfléchit à ce bilan minimal, donc, il faut bien sûr, dans un premier temps, vérifier l'indication théorique de transplantation cardiaque. Donc, c'est-à-dire vérifier que le patient correspond bien à un patient au stade d'insuffisance cardiaque avancée pour lequel on n'a pas d'autres thérapeutiques, pas d'autres options de traitement. Et la plus grosse partie de la question, c'est d'éliminer d'éventuelles contre-indications à ce type de traitement. Et donc, vous avez dans les dernières recommandations de l'ESC 2021 sur l'insuffisance cardiaque, cette liste de contre-indications qu'on va détailler un petit peu dans le topo. Il faut savoir que finalement, il y a très peu de contre-indications absolues, que c'est majoritairement des contre-indications relatives et qu'il faut essayer de mettre en balance la présence d'éventuelles contre-indications relatives qui peuvent se cumuler, à mettre en balance, comme je le disais tout à l'heure, avec la sévérité de la situation cardiologique du patient et d'essayer de peser le pour, le contre d'un traitement lourd comme la transplantation. Donc rapidement, parce que je ne suis pas sûr que ça soit vraiment le sujet, là c'est simplement 2 mots sur vérifier l'indication de la transplantation cardiaque quand même. On est souvent face à 2 grandes typologies de patients. Vous avez des patients aigus en choc cardiogénique réfractaire pour lequel on a eu recours à la mise en place d'une assistance circulatoire de courte durée. Et chez ces patients, on va se poser la question justement de la transplantation cardiaque et de savoir un petit peu cette assistance de courte durée, dans quel projet elle s'inscrit. Et l'idéal, c'est cette réflexion, c'est de l'avoir le plus en amont, voire même avant la mise en place de l'assistance de courte durée. Et nous, par habitude, notre réflexion, elle est souvent basée sur l'existence ou non d'un potentiel de récupération. Alors, c'est estimé, bien sûr. Hein. On estime est-ce que ce patient peut récupérer et être sevré de l'assistance de courte durée ou est-ce qu'on n'attend aucune récupération et auquel cas cette assistance de courte durée, elle est là en pont à un projet à plus long terme. Est-ce que le patient présente une dysfonction mono ou biventriculaire? Et ensuite, toute la question des comorbidités qui peuvent être des contre-indications relatives à un projet de transplantation cardiaque. Donc ça, c'est la première typologie de patient. La seconde typologie de patient, c'est le patient plutôt chronique, ambulatoire, que vous voyez éventuellement en hospitalisation de jour ou en consultation selon votre organisation. Et donc là, la question principale, c'est de vérifier est-ce que le patient est bien au stade de l'insuffisance cardiaque avancée. Et pour ça, dans les dernières recommandations, vous avez une définition
précise de l'insuffisance cardiaque avancée, qui correspond à un patient qui garde des symptômes persistants et sévères, classe 3 ou 4 de la NYHA, malgré un traitement médical et interventionnel optimal, avec une dysfonction cardiaque sévère également, donc soit une altération profonde de la fraction d'éjection du ventricule gauche, soit une dysfonction ventriculaire droite importante, soit des anomalies valvulaires non opérables, soit une cardiopathie congénitale non opérable, et également une élévation persistante des peptides natriurétiques. Autre critère pour parler d'insuffisance cardiaque avancée, c'est les hospitalisations non programmées, au moins donc une hospitalisation dans l'année qui vient de s'écouler, soit pour un épisode de congestion, soit épisode de bas débit, soit arythmie donc maligne, on entend par là arythmie ventriculaire. Et donc ça veut dire donc hospitalisation non programmée avec nécessité de traitement intraveineux, soit diurétique, soit inotrope, soit les deux, soit prise en charge d'un orage rythmique pour être plus concret. Et dernier critère, c'est l'altération des paramètres, de la capacité d'effort qu'on peut évaluer soit par un test de marche de 6 minutes, soit par une épreuve d'effort VO2. Donc, quand le patient remplit ces critères, on confirme que son insuffisance cardiaque est dite avancée et qu'en effet, il est temps de se poser la question d'un traitement chirurgical tel que la transplantation. Alors, vous avez juste cette dernière diapo sur vérifier l'indication. Selon la classification index du patient, donc ça reprend un peu ce qu'on vient de dire, donc les patients intermax 1 à 4 sont des patients pour lesquels on se doit de réfléchir à une assistance circulatoire de courte durée. Et ensuite d'évaluer, je ne sais pas si je peux pointer, je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Si, c'est bon. Soit, Oui. fait, soit le patient Oui. récupère. Oui, vous voyez la flèche? Okay. Globalement, soit le patient ne récupère pas des autres dommages d'organes, notamment au niveau cérébral, auquel cas il faut interrompre l'assistance circulatoire qui conduit au décès du patient, soit le patient récupère au niveau neurologique, rénal, hépatique, mais également au niveau cardiaque, et on peut envisager un sevrage de cette assistance de courte durée, soit le patient récupère sur le plan de toutes les défaillances d'organes, sauf la défaillance cardiaque, et là, on se pose la question de la transplantation. Autre cas de figure, c'est les patients intermax 4 et plus, ou les patients stables ambulatoires, où là, on va essayer d'identifier les patients à haut risque, c'est-à-dire les patients au stade d'insuffisance cardiaque avancée. Et c'est pour ces patients-là qu'on va se poser la question de est-ce qu'il existe des contre-indications à la transplantation. Donc, vraiment la question centrale, finalement, qu'on soit sur un patient aigu ou un patient chronique, une fois qu'on a vérifié que c'est un patient pour lequel il faut parler de transplantation, la question centrale va être la recherche des contre-indications et mettre en balance la gravité de la situation cardiologique versus les comorbidités et contre-indications potentielles d'un tel traitement. Donc, pour rentrer plus dans le détail des contre-indications et de ce fait du bilan à réaliser chez le patient chez qui on réfléchit à une transplantation, il y a déjà une première chose qui sont les considérations techniques. Donc ça, bien souvent, c'est des choses qu'on regarde de façon attentive avec les chirurgiens et notamment, c'est les antécédents de sternotomie. Est-ce que le patient a déjà été opéré à plusieurs reprises? Est-ce qu'il y a eu des pontages? Est-ce qu'il y a eu des remplacements valvulaires? La thrombectomie VG? Est-ce que c'est des cardiopathies congénitales complexes multi-opérées? Donc ça rend les choses plus compliquées au niveau de la chirurgie de transplantation, notamment pour ce qui est des symphyses et surtout le risque hémorragique de la greffe. On va vérifier aussi d'autres antécédents auxquels on ne pense pas toujours. Alors la radiothérapie thoracique, on y pense quand même parce qu'on verra un peu plus loin que les cancers font partie des contre-indications à la transplantation et donc c'est une information qu'on a en général quand le patient a un antécédent de cancer. Par contre, l'antécédent de péricardite, des fois, on n'y pense pas et ça peut vraiment compliquer la désymphyse et le temps opératoire. Pareil, l'aorte porcelaine pour le clampage aortique et pour la circulation extracorporelle, ça c'est une question que le chirurgien nous pose régulièrement
en staff de transplantation, et également la question de la qualité des abords vasculaires, notamment s'il y a besoin d'une assistance circulatoire de courte durée, notamment en post-greffe, en cas de défaillance primaire du greffon, de vérifier qu'on ait des abords vasculaires de qualité suffisante pour ce type de traitement en post-greffe. Donc ça, les considérations techniques à voir avec le chirurgien. Ensuite, pour les principales contre-indications, donc il y a un cadre légal, on va dire, concernant l'âge, avec des recommandations un petit peu différentes selon qu'on regarde les recommandations internationales ou les recommandations européennes. Donc, dans les recommandations internationales de l'ISHLT, on considère que tout patient de moins de 70 ans peut être un candidat à la transplantation cardiaque sous réserve qu'il n'y a pas d'autres contre-indications, et qu'au-delà de 70 ans, dans l'ISHLT, donc il ne ferme pas la porte, mais il doit y avoir une sélection encore plus attentive et l'état général du patient doit être d'autant meilleur que son âge est avancé. Pour les recommandations européennes, c'est plutôt 65 ans, la barrière qui est proposée, avec pour la catégorie 65-70 ans, là aussi une sélection attentive des candidats à la transplantation et éventuellement l'utilisation d'une liste de donneurs dits marginaux, donc des donneurs un peu plus âgés, avec une évaluation cardiaque qui serait peut-être pas strictement normale ou optimale, mais qui serait quand même acceptable pour des patients de plus de 65 ans, voire de plus de 70 ans. Donc, en pratique, il faut penser à l'âge, certes, l'âge civil, mais pas que. Il faut penser à l'âge physiologique et notamment évaluer la fragilité du patient. Donc ça, c'est quelque chose qui est, je trouve, en ce moment très à la mode dans l'insuffisance cardiaque et notamment l'insuffisance cardiaque avancée. Et donc, il y a des scores, et bon, je vous ai repris celui-là, mais une évaluation rapide et relativement simple de la fragilité qui repose sur la perte de poids involontaire, la perte de masse musculaire, la faible vitesse de marche, la fatigue ou la fatigabilité à l'effort et le faible niveau d'activité physique. Et quand le patient répond à 3 critères, on peut dire que c'est un patient dit fragile. Et probablement que pour les patients les plus âgés, quand il y a de la fragilité associée, c'est probablement pas une bonne option que de leur proposer un traitement tel que la transplantation. En sachant, la limite, je trouve, moi, de ces critères, c'est que finalement, le faible niveau d'activité physique, c'est aussi un des critères liés à l'insuffisance cardiaque avancée. Et donc, on peut vite se retrouver à 3 critères, alors que peut-être que ce faible niveau d'activité physique, il est uniquement à mettre en lien avec l'insuffisance cardiaque et pas vraiment à une fragilité globale. Bon, pour l'âge, j'en ai terminé. Ensuite, il y a une question cruciale aussi de morphologie et notamment d'obésité. On sait que de façon générale en chirurgie cardiaque, un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré est associé à un surrisque de complications post-opératoires, notamment complications en termes de cicatrisation, d'infection et de complications respiratoires. Et pour ce qui est plus précisément de la transplantation, dans les recommandations internationales, on considère qu'un IMC supérieur à 35 kg par mètre carré est une contre-indication relative à la transplantation, parce qu'en effet, il y a de moins bons résultats de la transplantation avec une augmentation de la morbimortalité en post-transplantation quand les patients ont un IMC supérieur à 35 avant la greffe. Alors ça, en pratique, c'est relativement simple de vérifier cette contre-indication. On récupère le poids et la taille du patient, on calcule l'IMC, on fait un bilan nutritionnel parce que, attention, c'est pas parce que le patient a une obésité en termes d'IMC qu'il n'est pas dénutri. Donc ça, il faut être très vigilant sur ce point-là aussi. Et puis, moi, une habitude que j'ai fréquemment, c'est que je demande au patient quelle est l'évolution de son poids sur la dernière année. Parce qu'on parle souvent de la prise de poids dans l'insuffisance cardiaque liée aux décompensations et à la surcharge hydrosodée, mais un des critères vraiment très péjoratifs, c'est quand le patient insuffisant cardiaque commence à perdre du poids.
et ça rejoint le côté fragilité dont je parlais tout à l'heure avec l'âge. La perte de poids, bien souvent, c'est une perte de masse maigre et donc une perte de masse musculaire. Et ça témoigne de la gravité de la situation et de l'installation d'un cercle catabolique avec l'installation d'une cachexie. Et donc, quand on a des patients comme ça qui présentent une obésité, nous, on a souvent recours à notre unité de prise en charge de l'obésité et de la surcharge pondérale, avec des résultats tout de même assez décevants. Et on a régulièrement des discussions avec nos collègues de surcharge pondérale sur ce sujet parce que finalement, leur capacité d'exercice étant limitée par l'insuffisance cardiaque, les résultats en termes de perte de poids sont quand même moins bons que chez des patients qui auraient le même niveau d'obésité mais pas d'insuffisance cardiaque. Et on est souvent un petit peu déçus. Mais nous, c'est quelque chose qu'on respecte de façon assez large, cette contre-indication au-delà de 35 d'IMC. Et on met tous les moyens en œuvre pour que le patient atteigne un certain objectif de poids et le maintienne aussi, parce qu'il ne s'agit pas de l'atteindre pour être inscrit et puis derrière de reprendre du poids pendant la période d'attente. Autre contre-indication, et là pour le coup c'est une des contre-indications absolues, une des rares contre-indications absolues, c'est le cancer. Donc le cancer actif est une contre-indication absolue à la transplantation cardiaque. Et quand on a des patients qui ont des antécédents de cancer, là c'est des discussions qu'on doit avoir au cas par cas avec l'oncologue, notamment pour les cancers cutanés autres que les mélanomes, dont le pronostic est plutôt favorable avec un risque de récidive assez faible. Pour les cancers de bas grade, c'est-à-dire non métastatiques et curables, par exemple la prostate, là aussi c'est des situations où en discussion au cas par cas, on peut autoriser la transplantation cardiaque. Et puis les antécédents de cancer, avec un patient qui est en rémission, les questions principales qu'on va se poser et qu'on va poser à l'oncologue, c'est depuis quand le patient est considéré en rémission, quel est le risque de récidive du cancer. Alors bien souvent, les données sont robustes sur le risque de récidive du cancer quand le patient n'a pas de traitement immunosuppresseur, c'est-à-dire le risque de récidive du cancer dans la situation, on va dire, habituelle et classique. Donc ça, les oncologues, ils ont des données assez fournies là-dessus. Par contre, quel est le risque de récidive si on soumet le patient à un traitement immunosuppresseur? Là, on a des données beaucoup moins robustes, voire pas du tout de données. Et par expérience, la plupart du temps, quand on pose cette question précise aux oncologues, ben, ils ne savent pas nous répondre. Alors, de façon générale, on estime qu'il est plus élevé que si le patient est sans immunosuppresseur, mais sans avoir trop de données robustes là-dessus. Et c'est un petit peu problématique. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait dans le bilan minimal pour rechercher un cancer actif qui serait donc une contre-indication? Nous, à Bordeaux, on a l'habitude de faire un scanner corps entier, donc crâne, thorax, abdomen, pelvis. Et parfois, quand le patient a une insuffisance rénale, on va privilégier plutôt le TEP scanner et l'IRM cérébral pour éviter l'injection d'iode. On va utiliser le dosage du PSA chez l'homme de plus de 50 ans, la consultation gynéco avec le frottis et la mammographie, notamment si la patiente a plus de 40 ans. Et puis, on va, pour les patients notamment ambulatoires, faire une recherche de sang dans les selles, plus ou moins une coloscopie s'il y a des facteurs de risque de cancer colorectal ou si le patient a plus de 50 ans. Et on va, en pré-greffe, orienter le patient vers une consultation de dermatologie pour rechercher des lésions cutanées néoplasiques et une consultation ORL notamment. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Dans les recommandations, ils parlent souvent d'une radio de thorax, d'une écho-abdo. Alors nous, j'avoue qu'on est très scanner maintenant. On fait plus trop radio de thorax, écho-abdo. Voilà ce qu'on fait nous pour éliminer ou du moins rechercher un cancer actif. Autre contre-indication potentielle qui est listée dans les recommandations, c'est la question de l'hypertension pulmonaire. Donc on sait que cette hypertension pulmonaire, c'est quand même une complication fréquente de l'insuffisance cardiaque, notamment de la dysfonction ventriculaire gauche, qu'elle soit systolique ou diastolique, et qu'en revanche, c'est un facteur de risque de dysfonction ventriculaire droite du greffon. Et par ce biais-là, c'est un facteur de risque de morbimortalité en post-greffe, parce que cette dysfonction du ventricule droit, elle va
s'accompagner d'une dysfonction rénale, hépatique, et on peut très vite rentrer dans le cercle de la défaillance multiviscérale post-greffe et du décès à cause de cette dysfonction VD du greffon. Donc, dans les recommandations de l'ISHLT, il y a des critères hémodynamiques assez clairs, notamment en termes de PAPS, donc une PAPS supérieure à 50 mm de mercure, ou un gradient transpulmonaire supérieur à 15 mm de mercure, ou des résistances vasculaires pulmonaires supérieures à 3 unités Wood. Ça doit faire rechercher une réversibilité, c'est-à-dire est-ce que cette hypertension pulmonaire est réversible quand on améliore les conditions de charge du ventricule gauche. Et si ce n'est pas réversible, c'est-à-dire si les résistances vasculaires pulmonaires restent supérieures à 2,5 unités Wood malgré un test de réversibilité, il faut considérer que cette hypertension pulmonaire contre-indique un projet de transplantation dans l'immédiat et doit faire réfléchir à un projet d'assistance monoventriculaire gauche de longue durée de type LVAD en pont à la transplantation pour normaliser l'hémodynamique pulmonaire avant la transplantation. Donc, en pratique, pour le bilan pré-transplantation, à l'écho, on peut dépister cette problématique d'hypertension pulmonaire avec toutes les limites que l'écho présente et parfois la difficulté à bien mesurer de façon fiable ces pressions pulmonaires. Et donc, on a recours systématiquement au cathé droit pour évaluer ces pressions pulmonaires, plus ou moins selon les résultats du cathé droit, la réalisation d'un test de réversibilité qu'on peut faire soit de façon aiguë sur table de cathé en utilisant du Risordan ou du NO, soit de façon plus prolongée sur 24-48 heures en faisant une cure d'inotrope, alors soit la dobutamine, soit le lévosimendan selon vos habitudes, plus ou moins associée à des diurétiques de lance selon le niveau de congestion du patient, et de réévaluer après 48 heures de traitement inotrope plus ou moins diurétique, réévaluer l'hémodynamique pulmonaire avec un nouveau cathé droit pour voir si l'hypertension pulmonaire a été réversée par ce traitement. Ensuite, au-delà de la question finalement très cardio-centrée, parce que l'hypertension pulmonaire, on reste sur la complication de la dysfonction ventriculaire gauche, on va partir maintenant dans un champ plus extracardiaque avec les défaillances d'organes, donc les autres défaillances d'organes. C'est vrai que on peut avoir fréquemment chez nos patients insuffisants cardiaques des problématiques de maladies respiratoires chroniques, puisque on partage des facteurs de risque similaires, notamment le tabagisme, surtout pour les patients qui ont une cardiopathie ischémique. C'est des patients chez lesquels on a régulièrement de l'emphysème, de la BPCO, et il faut considérer que selon les résultats des EFR, la transplantation cardiaque seule peut être contre-indiquée si notamment on a un VEMS inférieur à 40% de la théorique, ou une capacité vitale forcée inférieure à 50% de la théorique, ou une DLCO inférieure à 40%. Donc ça, de façon habituelle, dans le bilan pré-transplantation, on fait des EFR avec mesure de la DLCO. On fait l'imagerie thoracique, mais en fait, on se sert du scanner qu'on a fait au préalable pour dépister un éventuel cancer. On va regarder de façon attentive le parenchyme pulmonaire. Et puis, en cas de doute ou en cas d'anomalie de ces examens, on va bien sûr solliciter nos collègues pneumologues pour avoir leur avis spécialisé sur l'état respiratoire du patient, et si les paramètres respiratoires sont très altérés, pourquoi pas réfléchir à une double transplantation cœur-poumon dans certains cas. Autre maladie chronique, le diabète. Donc, c'est une contre-indication relative à un projet de transplantation. Il faut qu'on vérifie chez le patient qui serait candidat à une éventuelle transplantation cardiaque, il faut qu'on vérifie le contrôle glycémique et le contrôle du diabète. Donc, on considère que il y a un mauvais contrôle glycémique si l'hémoglobine glyquée est supérieure à 7,5%. Et on va aussi évaluer le retentissement du diabète sur les différents organes cibles, et on va considérer qu'un retentissement modéré à sévère selon les différentes classifications qui existent va représenter une contre-indication à la transplantation. Donc, dans les principaux retentissements d'organes, c'est la rétinopathie, la neuropathie, la néphropathie et l'artériopathie, dont on parlera aussi un petit peu plus tard. Donc ça, en pratique, pour évaluer ce point-là,
dans le cadre du bilan pré-greffe, on fait une glycémie à jeun pour dépister un diabète qui pourrait être méconnu, une hémoglobine glyquée, plus ou moins un dosage de la fructosamine, notamment si le patient a une anémie ou une hémoglobinopathie. Et puis, on va, avec l'aide du diabétologue, bien sûr, faire le bilan des complications micro- et macrovasculaires afin de pouvoir bien évaluer le diabète et pouvoir trancher sur est-ce que le diabète de ce patient constitue une contre-indication ou non à la transplantation. Autre maladie chronique, l'insuffisance rénale. C'est une situation qui est extrêmement fréquente chez nos patients en stade d'insuffisance cardiaque avancée, et qui ont pour la majorité d'entre eux un syndrome cardio-rénal avec de grandes fluctuations de la fonction rénale en fonction du niveau de congestion et donc de volémie et aussi du niveau de débit cardiaque. Donc, c'est très fréquent quand on commence à parler de greffe d'avoir un patient qui a une créatinine élevée et un DFG abaissé. Il faut savoir aussi qu'en périgreffe, la transplantation cardiaque en elle-même et le post-opératoire sont responsables quasi systématiquement d'une insuffisance rénale aiguë de causes multiples et que sur le plus long terme, en post-greffe, les anti-rejets sont responsables d'un certain degré de néphrotoxicité, notamment la famille des anticalcinurines, et que donc cette question de l'évaluation rénale avant une transplantation cardiaque, elle est vraiment primordiale. Et bon, je n'ai pas inventé la poudre, hein. L'évaluation de la fonction rénale chez le patient chez qui on réfléchit à une transplantation, ça doit reposer sur le bilan sanguin et urinaire, une imagerie rénale et également des artères rénales. Il ne faut pas oublier que nos patients, l'indication principale de la transplantation cardiaque, ça reste la cardiopathie ischémique et que donc ils peuvent avoir de l'athérome au niveau des artères rénales. Et parfois, selon les résultats et les discussions avec nos collègues néphrologues, on peut être amené à aller jusqu'à la ponction biopsie rénale, parfois même aussi faire un test de réversibilité, un peu de la même façon que pour l'hypertension pulmonaire, le but étant d'essayer de normaliser le plus possible le débit cardiaque et la volémie à l'aide d'inotropes et de diurétiques pour rétablir une meilleure perfusion rénale et voir comment évolue la fonction rénale quand on rétablit un bon débit et qu'on lève la congestion. Ça, c'est d'une grande aide. En effet, si les patients retrouvent une fonction rénale normale, ça laisse penser qu'en procédant à la transplantation cardiaque et en corrigeant l'hémodynamique, le patient va retrouver une fonction rénale normale, alors que en cas de test de réversibilité, si le patient garde une créatinine élevée et un débit de filtration glomérulaire abaissé, on peut penser que même si on change le cœur, la fonction rénale et le débit de filtration glomérulaire ne vont pas s'en trouver améliorés. Et dans ce cas-là, et c'est des discussions qu'on a au cas par cas avec les néphrologues, il peut se discuter une double greffe cœur-rein, notamment quand les patients ont un DFG inférieur à 30 ml par minute. Dernière, on va dire, comorbidité de type insuffisance d'organes, l'insuffisance hépatique. Donc là aussi, c'est une situation qui peut être une conséquence de la cardiopathie. C'est un peu moins fréquent que l'insuffisance rénale, mais quand même, et il faut y penser particulièrement chez des patients qui ont des cardiopathies droites, donc les cardiopathies arythmogènes avec atteinte VD prédominante, les patients qui ont une IT sévère, les patients qui ont une cardiopathie restrictive ou bien une constriction, et aussi une situation que moi, à titre personnel, je connais moins bien, mais pour tous les patients qui ont des indications de transplantation dans un contexte de cardiopathie congénitale complexe, le plus souvent, c'est des patients qui ont des histoires d'insuffisance cardiaque qui sont très longues et qui peuvent avoir un retentissement hépatique important de leur cardiopathie. Donc, en pratique, là aussi, c'est un peu comme pour le rein. On va faire un bilan de cette fonction hépatique un petit peu poussé avec le bilan sanguin. Le bilan sanguin, le but, c'est d'apprécier bien sûr la sévérité de cette insuffisance hépatique avec le calcul du score de Child. Ça va être également de dépister un carcinome hépatocellulaire qui est une complication fréquente de la cirrhose, y compris de la cirrhose d'origine cardiaque, donc ça avec le dosage de l'alpha-fétoprotéine, mais aussi de ne pas passer à côté d'une autre étiologie, parce que parfois on est très centré sur le cœur et on se dit le cœur est responsable de
de cette insuffisance hépatique et on ne va pas chercher plus loin, mais des fois, il y a des patients qui ont d'autres étiologies d'insuffisance hépatique et de cirrhose qu'il ne faut pas méconnaître avant un éventuel projet de greffe. Ensuite, on va faire une imagerie, donc l'échographie éventuellement, le scanner, le but étant de rechercher des signes d'hypertension portale, mais aussi de rechercher un éventuel nodule de carcinome hépatocellulaire. On va utiliser le fibroscan et après, sur discussion avec les hépatologues, il y a certains patients chez qui on va jusqu'à la ponction biopsie hépatique, notamment pour rechercher au niveau histologique, est-ce que le patient a simplement une fibrose et quelle est la sévérité de la fibrose, ou est-ce que le patient a une authentique cirrhose. Et notamment quand les patients ont une authentique cirrhose, c'est des patients chez qui on va discuter si l'état général le permet et s'il n'y a pas d'autres comorbidités ou d'autres contre-indications à la transplantation, on va pouvoir discuter d'une double greffe cœur-foie dans ces situations. Pour ce qui est de l'artériopathie, on en a un tout petit peu parlé avec le diabète. On va rechercher en effet une athéromatose significative au niveau des membres inférieurs et au niveau des artères cérébrales. Donc l'AOMI, les points qui vont être importants, c'est notamment une AOMI avec une atteinte distale, au-delà de l'artère poplitée, sans possibilité de revascularisation. On va rechercher dans les antécédents, est-ce que c'est une AOMI pour laquelle le patient a déjà présenté des troubles trophiques? Est-ce qu'il y a déjà eu une amputation à cause de cette AOMI? Et est-ce que cette AOMI est un facteur limitant dans la vie quotidienne du patient à l'heure actuelle? Et est-ce que ça va limiter la rééducation post-greffe et surtout la qualité de vie post-greffe? C'est-à-dire que si on a transplanté le patient, mais que derrière, il a un périmètre de marche à 100 mètres parce qu'il a une AOMI distale sévère, on ne va pas forcément lui avoir rendu beaucoup service en termes de qualité de vie. Pareil, au niveau cérébral, ce qui va être considéré comme une contre-indication, c'est l'artériopathie cérébrale symptomatique. Et donc, nous, ce qu'on fait dans le bilan pré-greffe et ce qui va être recommandé aussi, c'est d'évaluer l'état des artères, des troncs supraortiques et des membres inférieurs. Donc, ça peut se discuter, soit le scanner, soit l'écho-doppler, selon les habitudes et les disponibilités dans chaque centre. Mais nous, on fait facilement donc le Doppler, tronc supraortique, membre inférieur, la mesure des IPS. Et quand le patient a une symptomatologie évocatrice de claudication, on va essayer d'objectiver ça avec le test de Strantness et les IPS aussi à l'effort. Et puis, on peut également faire l'angioscanner de l'aorte complète, des membranes, des TSA, pour évaluer la maladie athéromateuse. Et j'insiste toujours sur le fait que la cardiopathie ischémique, c'est la première cause d'insuffisance cardiaque pour laquelle on discute une transplantation, et donc il ne faut pas oublier de dépister les autres territoires athéromateux, notamment membre inf et cérébral. Petit focus sur les infections. Donc là aussi, c'est un petit peu comme le cancer, une infection active aiguë doit être une contre-indication à la transplantation, et il faut que cette infection, elle soit traitée et contrôlée pour pouvoir envisager sereinement une transplantation. Et ça, c'est une situation qu'on a quand même de façon fréquente, notamment chez le patient Intermax 1 à 4 qui va être en réanimation, sous inotrope, voire sous assistance circulatoire de courte durée. C'est des patients qui peuvent avoir des infections nosocomiales de cathéter, des pneumopathies acquises sous ventilation, etc. Donc, ça arrive alors qu'on est dans un projet de greffe, que le patient est inscrit en attente de greffe, qu'on mette l'attente de greffe en suspens pendant 48-72 heures parce que le patient est devenu fébrile, a gagné un peu de noradré, et le temps qu'on documente, qu'on traite et que l'évolution soit à l'amélioration, on met en suspens le projet de transplantation, simplement parce que au moment de la transplantation au bloc opératoire, on va débuter le traitement immunosuppresseur, et que débuter le traitement immunosuppresseur dans un contexte d'infection aiguë active non contrôlée, c'est prendre un risque de quasiment 100% que le patient évolue vers le choc septique gravissime, et voire même décède en post-transplantation de ce choc septique. Donc il faut vraiment, en cas d'infection aiguë active, qu'on ait pris le temps de documenter, de traiter et de s'assurer d'une évolution favorable au moins sur 48-72 heures. En tout cas, ce sont nos pratiques à Bordeaux. La seule dérogation à cette règle, c'est l'infection du dispositif d'assistance circulatoire de longue durée, donc les infections de LVAD,
qui sont pour le coup une véritable bonne indication à la transplantation parce que lors de la transplantation, on va pouvoir retirer ce matériel infecté et donc retirer le foyer infectieux. Petit focus rapide sur les infections virales chroniques, notamment le VIH, qui n'est pas une contre-indication à la transplantation cardiaque, à condition que cette infection elle soit traitée, contrôlée, avec une bonne observance au traitement antiviral. Donc ça veut dire une charge virale indétectable, un taux de CD4 suffisant, pas d'infection opportuniste récente. Et il faut, dans les infections opportunistes, vérifier qu'il n'y ait pas d'antécédents, notamment de lymphome cérébral ou de sarcome de Kaposi, qui sont les deux principales contre-indications à un projet de transplantation d'organes solides chez le patient qui est infecté au VIH. Pour l'hépatite B et l'hépatite C, il n'y a pas de contre-indication non plus à un projet de transplantation de greffe cardiaque, sauf bien sûr dans les formes d'hépatite aiguë fulminante. Et donc, c'est des situations où on retombe un peu sur la question de l'insuffisance hépatique dont on a parlé tout à l'heure, où on va faire un bilan hépatologie assez poussé. La tuberculose active, c'est une contre-indication, mais on peut débuter le traitement un peu comme une autre infection active aiguë, débuter le traitement, avoir quelques jours de recul, vérifier que l'évolution soit favorable pour ensuite autoriser un projet de transplantation. Donc en pratique, dans le bilan côté infectieux, on va faire un bilan qui est quand même assez complet avec de nombreuses sérologies virales. Le quantiféron par rapport à la tuberculose, alors c'est vrai que nous, on ne l'a pas systématisé, mais ça fait partie des choses qui sont recommandées par l'ISHLT. On va faire une cartographie bactérienne et fongique et on va avoir un focus sur les infections anciennes à risque de réactivation en post-greffe, notamment le CMV et le BV. Et pour finir un petit peu la recherche de foyers infectieux, on va faire régulièrement le panoramique dentaire et la radiographie des sinus associés avec la consultation dentaire et ORL pour rechercher des foyers infectieux chroniques polysymptomatiques qui pourraient flamber à l'occasion de l'introduction du traitement immunosuppresseur. Et bien sûr, quand on a le temps et que le patient n'est pas en réanimation sous assistance de courte durée, mise à jour du calendrier vaccinal, très très important. Un petit focus sur les addictions et on terminera après avec le côté psychosocial, mais je pense que ça se rejoint beaucoup. De façon générale, il faut considérer que les addictions en cours sont une contre-indication relative à la transplantation. Et pour ce qui est du tabac, et d'ailleurs pour toute chirurgie cardiaque, le sevrage du tabac est préconisé en préopératoire pour limiter le risque de complications respiratoires en post-op. Pour le tabac et la transplantation, l'idéal, ce qui est recommandé, c'est d'obtenir une période de sevrage de 6 mois, ce qui, selon la gravité du patient, n'est pas toujours réalisable en pratique. On ne va pas laisser le patient 6 mois sous assistance circulatoire de courte durée pour qu'on ait 6 mois de sevrage tabagique. Donc, ça reste une contre-indication relative, mais il faut essayer d'évaluer du mieux que possible et parfois avec l'aide des addictologues la capacité du patient à se sevrer et maintenir un sevrage. Pour l'alcool et les autres drogues, c'est quand même plus strict que pour le tabac dans les recommandations. C'est considéré comme une contre-indication absolue, notamment la consommation chronique d'alcool et d'autres drogues est un facteur de risque reconnu de mauvaise observance médicamenteuse au décours. Et qui dit mauvaise observance médicamenteuse en post-greffe dit risque de rejet et donc altération des bénéfices attendus de la greffe. Et donc pour ces addictions-là, il faut en effet une prise en charge dédiée et un sevrage d'au moins 6 mois. Et là, c'est beaucoup plus strict que pour le tabac. Et nous, c'est ce qu'on applique en pratique avec nos patients. Donc, on a souvent recours à l'aide de nos collègues addictologues pour ces questions-là. Et surtout dans le dépistage de ces addictions dans le cadre du bilan pré-transplantation, bien sûr, il y a l'interrogatoire, mais ce n'est pas toujours rentable. Et ce qu'on a systématisé de notre côté, et c'est noté également dans les recommandations, c'est de dépister et de faire un screening urinaire, voire sanguin, de substances toxiques addictives, donc notamment la nicotine urinaire, la recherche de cannabis, l'alcoolémie, la transférine désialylée et tous les autres marqueurs biologiques qui pourraient nous faire penser ou
nous confirmer que le patient consomme des drogues. Pour l'évaluation psychosociale, là aussi, c'est vraiment quelque chose d'important. L'idée, c'est d'évaluer la capacité du patient à donner son consentement, parce que toute la discussion de la transplantation, elle se fait bien sûr avec le patient, avec sa famille et notamment la personne de confiance. Et il faut que le patient soit capable d'entendre, de comprendre toutes les informations qui lui sont délivrées sur la transplantation, les risques de la transplantation, les bénéfices attendus, le suivi. Et il faut essayer de vérifier du mieux que possible que le patient est en capacité de donner son consentement vis-à-vis de ce projet. Et puis, l'autre point qui est parfois plus difficile, c'est d'évaluer le risque que le patient soit non compliant aux soins en post-opératoire et pour le suivi au long cours. Et donc là, ça va être d'essayer d'évaluer l'observance, notamment médicamenteuse, du patient. Et donc pour ça, on a différents outils. Donc nous, on a recours à une évaluation psychologique systématique de tout patient qui débute un bilan pré-greffe, plus ou moins l'évaluation avec un psychiatre selon la présence ou pas d'antécédents psychiatriques et selon les conclusions du bilan réalisé avec la psychologue. On se sert aussi de l'assistante sociale qui va faire un point sur la situation sociale du patient, notamment les ressources financières, le logement, l'environnement familial, etc. Bien sûr, il ne faut pas se priver de mener l'enquête auprès de la famille, du médecin traitant, du pharmacien, ça notamment pour les questions d'observance. Souvent, c'est quand même des patients qui ont des traitements au long cours avant d'en arriver au stade de la transplantation. Et moi, je trouve toujours intéressant, et je le fais très régulièrement, d'appeler le médecin traitant, d'essayer d'apprécier à quelle fréquence le patient a recours à son médecin traitant. Est-ce que sur les renouvellements d'ordonnance, il y a des trous parfois? Pareil vis-à-vis du pharmacien, si le patient a un traitement au long cours, passer un petit coup de fil à la pharmacie et vérifier que le patient récupère ses traitements de façon régulière et qu'il n'y a pas des trous dans l'observance vis-à-vis des médicaments, c'est toujours des informations utiles. Et puis, un peu comme pour les addictions, pour l'évaluation de l'observance médicamenteuse, on peut utiliser des auto-questionnaires et on peut utiliser aussi la recherche urinaire des médicaments. Et ça, nous, on l'a maintenant systématisé. Chaque patient qui débute un bilan pré-greffe, à l'entrée en hospitalisation pour le bilan pré-greffe, donc bien sûr ça s'applique aux patients ambulatoires, on fait un échantillon urinaire à l'entrée et on recherche la présence des médicaments dans les urines pour évaluer l'observance au traitement de fond de l'insuffisance cardiaque. Voilà, donc en pratique, après un peu ce catalogue des contre-indications relatives et de la façon de les rechercher et d'apprécier est-ce qu'elles ont un poids suffisamment important pour contre-indiquer un projet de greffe ou si finalement ces contre-indications restent relatives, minimes et vont permettre d'autoriser un projet de greffe. Nous, ce qu'on fait en pratique, on distingue, comme je vous disais au début de la présentation, le patient aigu Intermax 1 à 4 qui va être sous inotrope ou sous assistance circulatoire de courte durée. Pour ce patient, on va faire principalement un énorme bilan biologique avec notamment toute une partie hémato-coagulation dont le but est de rechercher une éventuelle hémopathie maligne sous-jacente. Le bilan rénal pour évaluer une éventuelle insuffisance rénale sous-jacente. Le bilan hépatique pour rechercher une insuffisance hépatocellulaire chronique. Un bilan thyroïdien, un bilan nutritionnel extrêmement important. C'est très fréquent la dénutrition chez nos patients insuffisants cardiaques chroniques. Donc, il faut y penser. On fait donc protéines, albumine, préalbumine, la CRP, le bilan lipidique. Le glycémie, dépister un diabète qui serait méconnu. Chez la femme en âge de procréer, on va faire le dosage des bêta-HCG pour vérifier qu'elle ne soit pas enceinte non plus. Chez l'homme, notamment plus de 50 ans, on va faire le dosage du PSA pour dépister le cancer de la prostate. On va procéder au groupe sanguin, typage HLA, recherche de rails et d'anticorps anti-HLA pour la partie purement, on va dire, compatibilité et immunologique de la transplantation. Et pour le côté infectieux, on va faire tout ce qui va être les sérologies virales, certaines sérologies parasitaires concernant la toxoplasmose notamment, la syphilis, le quantiféron par rapport à la tuberculose, et puis la cartographie bactérienne et fongique. Ça, c'est le gros bilan biologique qu'on fait à tout patient. Et puis pour le patient qui est en aigu, sous assistance circulatoire de courte durée,
le reste du bilan, notamment l'imagerie et tous les examens dont on a pu parler, va être assez limité du fait de la gravité de la situation du patient et du fait qu'on ne peut pas le déplacer non plus et on ne peut pas faire tous les examens. On va se concentrer essentiellement sur un scanner corps entier, crâne, thorax, abdomen, pelvis, à la recherche d'une éventuelle néoplasie active méconnue, d'un éventuel foyer infectieux profond à prendre en charge et la vérification des abords vasculaires. Et de temps en temps, chez ces patients qui sont en réanimation, sous assistance avec de l'anticoagulation, de temps en temps, on a des problématiques de méléna ou de rectorragie, et c'est des patients chez qui on va aller faire un bilan endoscopique, mais on va le faire pas de façon systématique, on va le faire plutôt pour cause quand il y a une raison bien particulière. Donc le patient sous ECLS, le bilan est assez limité. A contrario, le patient qui est chronique ambulatoire, pour lequel on a un peu de temps devant nous, on va faire un bilan pré-greffe beaucoup plus poussé à la recherche de toutes les contre-indications. Donc au niveau biologique, il n'y a pas de choses différentes, en tout cas dans notre pratique. Par contre, au niveau de l'imagerie, là, on va faire quelque chose de beaucoup plus poussé. Alors, j'ai une imagerie, mais c'est imagerie et autres examens complémentaires. Hein, il n'y a pas que de l'imagerie. Donc, bien sûr, on va faire le scanner corps entier ou des fois le TEP scan et l'IRM cérébral quand le patient a une insuffisance rénale. On va faire l'EFR pour rechercher une maladie respiratoire chronique, les Doppler artériels dont on a parlé pour dépister une artériopathie significative, le bilan endoscopique, la fibroscopie oso-gastro-duodénale, plus ou moins la coloscopie s'il y a des facteurs de risque de cancer colorectal ou si le patient a plus de 50 ans, l'ostéodensitométrie, le panoramique dentaire, la radio de sinus, et après tout un tas de consultations, donc le consultation avec le dentiste, l'ORL, le dermato, la consultation avec l'urologue chez l'homme qui a un PSA élevé ou qui a des symptômes urologiques, la consultation gynéco avec le frottis, la mammographie pour la femme, la consultation d'anesthésie bien entendu pour la transplantation, la consultation avec le psychologue, plus ou moins le psychiatre si besoin, et ensuite, en fonction des résultats de tout ce bilan qu'on a fait, éventuellement d'autres consultations spécialisées, mais en général, on a balayé quand même assez large. Et pour revenir sur les insuffisances rénales et hépatiques dont on a parlé, de temps en temps, consultation avec le néphrologue et consultation avec l'hépatologue si on a des anomalies sur le bilan pré-greffe. Donc voilà. Pour conclure, et j'espère ne pas avoir été trop long et ne pas avoir endormi l'audience avec ce côté un petit peu catalogue, la greffe, ça reste le traitement de choix du patient au stade d'insuffisance cardiaque avancée. Dans ces réflexions autour d'un projet de greffe, il y a une place qui est centrale du bilan pré-greffe. Le but de ce bilan pré-greffe, c'est de vérifier l'indication, déjà, de la transplantation, de vérifier la faisabilité technique et de vérifier l'absence de contre-indication. Comme on l'a vu, ce bilan pré-greffe, il doit s'adapter à l'urgence et à la situation du patient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la même chose avec un patient aigu sous ECLS qu'avec un patient qui est ambulatoire, intermax 5 ou 6, où on peut prendre un peu plus de temps pour faire ce bilan et être beaucoup plus exhaustif. Et il faut penser quand même que quand le patient présente des contre-indications relatives et réversibles à la transplantation, il y a une véritable place pour l'assistance circulatoire de longue durée, donc le LVAD notamment, en pont à la candidature, le temps de prendre en charge les comorbidités, les contre-indications relatives réversibles et rendre le patient éligible à la transplantation. Et dans le cas contraire, quand il y a des contre-indications qui sont absolues, non réversibles et pour lesquelles on n'a pas d'amélioration ou de changement de l'état du patient à attendre, ben, il ne faut pas négliger non plus la place de l'assistance en destination thérapie quand la situation du patient le permet. Voilà, les principales ressources qui m'ont permis d'établir cette présentation sont essentiellement les recommandations de l'ISHLT, les recommandations de l'ESC sur l'insuffisance cardiaque avec la partie insuffisance cardiaque avancée, transplantation, et le guide de transplantation cardiaque de John Kobashigawa. Voilà, je reste disponible pour les questions et commentaires. Merci beaucoup Maxime, c'était en effet très complet. Du coup, tu nous as brossé tout le bilan dans son ensemble. Je pense que on est globalement sur les mêmes éléments à Toulouse. Pauline, tu vas nous dire ce que tu en penses. Nous, on a un lien particulier avec les néphros historiquement à Toulouse.
Et donc, ils font partie de l'équipe d'insuffisance cardiaque avancée à proprement parler. Et donc, on discute tous ces dossiers avec eux, autant en aiguë qu'en chronique. Et donc, pour le coup, cette consultation-là est systématique, puisque, comme tu l'as rappelé, assez logiquement, on a souvent un bilan de défaillance serein. Les hépatos, on y a de plus en plus recours, même si on a par contre, sauf si ça a changé, Pauline, tu vas me le dire, pas de recours systématique à leur consultation, sauf point d'appel évident. Alors, on n'a pas de recours systématique, effectivement, FOGD, colo, pas tant. Par contre, on fait des biopsies hépatiques très facilement. On biopsie vraiment les fois, finalement, le fibroscan, il va être relativement peu informatif chez ces patients, donc on va très facilement à la biopsie hépatique. Moi, merci, hein, c'est hyper intéressant, hyper complet. Effectivement, tu parlais de la collaboration avec l'équipe de nutrition pour les patients en surpoids. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient tout le temps dans le staff, notamment de la part des chirurgiens qui disent bon, on fait un contrat de poids avec ces patients. S'ils maigrissent, ok pour la greffe. En pratique, ça marche pas. Enfin, je suis un peu d'accord avec toi. C'est des trucs, j'ai l'impression qu'on cause des cages un petit peu en disant il faut qu'ils maigrissent, il faut les envoyer en centre. Les résultats sont extrêmement faibles. C'est presque à se demander si ces patients-là, il faudrait pas les dépister. Et parce que globalement, ceux qui marchent en chirurgie, en obésité, vrai, c'est la chirurgie bariatrique. Il ne faudrait pas arriver à les opérer avant, tu vois, le stade cata, pour ensuite aller vers un projet. C'est une vraie comorbidité, c'est vraiment quelque chose qui va gréver leur chance plus tard. Ouais. Et moi, j'ai l'impression, alors même si j'ai pas 20 ans de pratique derrière moi, j'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent quand même avec une échelle de temps de juste 5 à 10 ans pour ma part. J'ai l'impression que c'est presque tous les staffs de greffe, on a un patient obèse, quoi. Je sais pas votre ressenti à Toulouse, est-ce que c'est aussi fréquent que Oui, ça? C'est assez fréquent. Alors, je sais pas si c'est tous les staffs de greffe, mais c'est assez fréquent. Euh, Après, il y a vraiment chez ces patients-là aussi, et on va en discuter, le positionnement du bridge avec du LVAD où le PER-OP potentiel et le post-op immédiat est à risque, mais avec des résultats qui sont quand même plus que séduisants chez les obèses, euh, pour en tout cas le pronostic et la qualité de vie de ces patients. Ce qui est plus difficile à apprécier, c'est est-ce que réellement de les mettre sous LVAD nous permet de les faire maigrir. On a évidemment quelques cas de patients où on a réussi, mais on a aussi des contre-exemples vrais. Je pense que Pauline va nous donner son avis, où on a des patients qu'on a implantés obèses et qui ont fait que grossir par la suite, malgré des efforts probables, mais en tout cas pas suffisants. Mm. Oui, bah après l'obésité, je pense que ça sort en tout. Même des patients qui sont pas insuffisants cardiaques, en pratique, c'est hyper compliqué. Donc chez eux, il n'y a pas de raison que ce soit plus facile. Et c'est vrai que je suis d'accord, Maxime, on a quand même beaucoup de dossiers où on s'habitue finalement à ces poids à 120 kilos. Bon, pourquoi pas, mais en fait, effectivement, ça se passe pas très bien après, on est d'accord. Hein. Donc, effectivement, la biopsie hépatique, on en fait aussi dans ce cas-là. Alors, tu parlais de la consulte dermato aussi. C'est vrai que ça, c'est difficile pour nous d'en avoir. Il y a vraiment une pénurie de dermatologues. On a beaucoup de mal à avoir des consultes dermato. Et en fait, finalement, en vrai, la présentation, et c'est un petit peu ce qu'on se dit très souvent, plutôt qu'une vraie contre-indication définitive, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, tu l'as dit, une vraie contre-indication absolue. Souvent, ce qui est discuté dans nos staffs, c'est un petit peu la somme de toutes ces petites contre-indications. C'est-à-dire, un patient qui a 65 ans, qui est un peu insuffisant rénal, qui est un peu trop en surpoids, qui est un peu ça. Et c'est vrai que c'est la difficulté des staffs, c'est de juger à quel moment on met un cut-off de contre-indications sur l'ensemble de ça. Et c'est peut-être effectivement des patients qui sont bien pour l'assistance aussi, même si dans ces cas-là, quand il y a le critère de l'âge qui rentre, on part plus sur de la destination thérapie. Donc c'est vrai que c'est toutes ces petites contre-indications mises les unes à la suite des autres qui font finalement la contre-indication à la transplantation, du moins chez nous en général. Juste pour rebondir sur les patients obèses, bonjour à tous et félicitations Maxime pour ta présentation. Ça marche mal, mais finalement, d'une certaine façon, on peut se dire que si on leur met un LVAD et qu'ils grossissent, ça aurait probablement été pire avec des conséquences peut-être pires après la greffe, puisqu'avec les corticoïdes, etc.,
Donc finalement, c'est vrai que c'est un enjeu qui est majeur. Je trouve que c'est une difficulté d'avoir une filiarisation efficace pour ces patients parce que des centres de nutrition experts pour l'obésité, il n'y en a pas beaucoup. Et qu'ensuite, on se renvoie un peu les patients en disant, bah, si on fait une chirurgie, on va améliorer l'insuffisance cardiaque. Et puis, les chirurgiens ou les équipes spécialisées nous disent, mais on ne veut pas y toucher à cause de l'insuffisance cardiaque. Et donc, les patients se retrouvent un peu comme ça, un peu bloqués. Il y a quelques petites séries de patients qui ont une sorte d'opération un peu double entre un mix entre la sleeve et un LVAD, dans un sens ou dans l'autre, ou assez rapproché, etc. Le plus souvent, quand même, le LVAD un petit peu avant. Et maintenant, avec la nouvelle génération, c'est vrai qu'on peut même potentiellement interrompre l'anticoagulation sur des périodes assez courtes, ce qui peut permettre de faire une chirurgie combinée ou légèrement décalée. Mais je pense que ça demande une grosse expertise, un suivi. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas cette double prise en charge qui est difficile à obtenir, parce que nos centres ne sont pas à côté, parce qu'il n'y a pas l'interlocuteur, parce que c'est trop lourd à prendre en charge et que personne ne se sent à l'aise, bah, on a malheureusement des résultats qui ne sont pas au niveau. Donc après, moi j'ai aussi eu des mauvaises expériences avec des transplantés qui vont faire des morts subites, des complications du diabète, des choses sur des prises de poids et des choses non contrôlées en post-greffe. Donc bon, c'est vraiment des patients compliqués. Ouais, alors moi je rejoins tout le monde sur cette question. Dans ma petite expérience, le LVAD pour perdre du poids, c'est un échec à 100% chez nous à Bordeaux, en tout cas sur les 5 à 10 dernières années. Ça n'a jamais permis d'atteindre l'objectif attendu, malgré de multiples séjours en centre pour l'obésité, un suivi rigoureux par l'équipe de surcharge pondérale. On n'a jamais réussi pour les quelques patients qu'on a implantés en pont à la greffe avec un projet de perte de poids. Mais on n'a pas eu peut-être le courage ou le cran de proposer une chirurgie bariatrique à ces patients sous LVAD. Je pense que c'est vraiment l'enjeu, c'est-à-dire soit il faut faire la chirurgie avant avec des anesthésistes courageux qui connaissent bien l'insuffisance cardiaque et une anesthésie qui peut être un peu houleuse, quitte à avoir un backup ECMO comme on fait dans certains cas. C'est pas confortable, etc. Mais de toute façon, le pronostic de ces patients-là, c'est vrai qu'il est cata, il faut l'avoir en tête. Donc et après, je pense que la chirurgie bariatrique, bah, c'est quand même souvent le seul accès moyen. Si on pense qu'il y a un projet de transplantation potentiel, surtout qu'on sait que le diabète peut régresser, etc., je pense que c'est un risque à discuter franchement. Je pense que le problème, comme tu dis, c'est qu'à un moment donné, il faut dire stop dans le timing. C'est-à-dire que si au bout de 6 mois, 1 an, il n'y a pas de perte de poids, peut-être c'est là où il faut se dire, bah, on va aller droit sur les infections, droit sur les complications. Peut-être qu'il faut être plus agressif. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est comme ça que j'aurais tendance à le faire si on se retrouve dans cette situation patient. La chirurgie bariatrique aussi, l'autre chose, c'est que c'est quand même un parcours en général quasiment de 1 an, globalement, puisqu'il y a quand même une évaluation qu'on n'a pas forcément nous. C'est ça aussi, le parcours classique de la chirurgie bariatrique est un parcours long et où au début, d'ailleurs, il demande une perte de poids. Bah, c'est vrai que c'est moyennement adapté et presque il faudrait en fait que tous nos insuffisants cardiaques on soit hyper agressifs dès le début de leur prise en charge sur leur poids, ce qu'on ne fait pas forcément peut-être. Après, il y avait des nouvelles techniques là qui étaient quand même assez pleines d'espoir, là, notamment le ballon là, qui m'aidait, qui sont beaucoup moins invasifs, mais qui ne sont pas remboursés. Mais bon, après, c'est sûr aussi, on voit tous, je pense, dans nos consultes, des résultats quand même. La chirurgie bariatrique, elle va aussi avec des patients très motivés. On voit tous dans nos consultes des résultats de chirurgie bariatrique ou 1 an plus tard. C'est exactement comme, enfin, pas comme avant, mais pas loin quand même. Bah, ouais, je pense que ça dépend du type de chirurgie, c'est vrai. Et effectivement, je pense qu'il faut enfin, probablement qu'on est en retard parce qu'en France, on n'a pas encore autant d'obèses qu'aux États-Unis. Mais je pense qu'il va falloir avoir des parcours spécialement adaptés à ces patients-là et des choses un petit peu différentes parce que c'est vrai il y a le paradoxe de l'obésité. Je crois qu'il y avait un très beau papier de je ne sais plus qui expliquait qu'effectivement l'obésité c'est bizarre, mais ça protège dans l'insuffisance cardiaque jusqu'à un certain point.
il y a cette association bizarre d'obésité qui réduit le risque dans l'insuffisance cardiaque. Et par contre, après, dès qu'ils passent dans le versant insuffisance cardiaque chirurgicale, là, c'est la cata parce qu'ils ont toutes les complications PEROC beaucoup plus. Et puis après, ensuite, pour trouver un greffon ou les infections de LVAD, enfin, c'est la misère. Et là, ça devient vraiment la cata. Donc c'est vrai que déjà, leur faire perdre du poids pendant la période d'insuffisance cardiaque avancée, alors que je pense qu'il y en a une bonne partie qui est dénutrie, c'est un sacré enjeu de leur faire perdre du poids sans les dénutrir plus. Et c'est vrai que je ne sais pas comment faire, mais il faut des équipes spécialisées, ça c'est sûr. Je crois que la solution de Pauline est assez séduisante de dire, voilà, on découvre un patient insuffisant cardiaque qui, en parallèle, a une obésité, y compris au début de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Enfin, au même titre qu'on va être hyper agressif sur l'insuffisance cardiaque, peut-être que c'est à nous d'orienter le patient vers une prise en charge de l'obésité dès le début de la maladie cardiaque, parce que, en effet, comme l'a dit Pauline, des fois, quand on est au stade de parler du bilan de pré-greffe et qu'on se préoccupe que maintenant, entre guillemets, de l'obésité, ben, tout de suite, le parcours est extrêmement long. Avant d'avoir des résultats, ça prend quand même plusieurs mois et on est dans une situation où la plupart du temps, on n'a pas plusieurs mois ou années devant nous. Donc, peut-être qu'il faut que nous, la communauté cardiologique, face aux patients insuffisants cardiaques qui ont une obésité, qu'on soit beaucoup plus agressif au même titre qu'on l'est avec nos traitements. Et je pense que c'est une bonne conclusion avec un sujet d'intérêt. Alors, ça tombe bien parce que au-delà des traitements chirurgicaux de l'obésité, on voit sortir pas mal de traitements pour lesquels je suis probablement pas très compétent pour en discuter, pour l'obésité avec les effets cardiovasculaires associés. Et ce sera toute la discussion de la place de des anti-GLP-1 par exemple, chez nos patients insuffisants cardiaques qui, en soi, sont des populations qui ne sont pas étudiées dans ces études à l'heure actuelle. Et je vous propose, si vous êtes motivé, qu'on se fasse une session dédiée à obésité et insuffisance cardiaque avancée. Et nul doute qu'on aura des choses à apprendre les uns des autres. Merci beaucoup pour ce topo, Maxime. Merci, Pauline, pour ta modération ariégeoise ce jour. Et Guillaume, à très vite pour la suite de Recatra. Merci à tous. Merci à tous. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.